On est-tu live? Voilà. OK, good. Avec quelques minutes de retard, mais les minutes sont bien posées. Mm-hmm. Donc, dans quelques secondes, on est live. Je vais voir dans quelques secondes. Donc, vous voyez live, vous allez sur la page des Talents Cachés. À chaque semaine, chaque dimanche, Noli reçoit des invités extraordinaires. Et cette semaine, ça ne donne pas sa place. Nous avons la légende, Monsieur Boss Bastien dans la place. Ça fait longtemps qu'on voulait l'avoir dans l'émission. Et heureusement, la fête des pères nous donne un cadeau. Nous l'avons avec nous. Et nous avons Kousdi dans la place. Oui, toute une Noli, je te passe le micro. Aïe, aïe, aïe. Je suis tellement heureuse d'avoir Stanley et Jimmy, deux personnes importantes. Stanley qui est entrepreneur, père très impliqué. Une personne qu'on voit beaucoup dans les réseaux sociaux, puis on voit aussi toute son implication envers ses enfants. Et Jimmy, non seulement il est coach, mais coach de vie, impliqué avec les adolescents, et en plus de ça, il fait les papas impliqués. Ça, c'est Jimmy, corrige-moi. Papa impliqué. Aujourd'hui, c'est un spécial fête des pères. Évidemment, quand c'est un spécial fête des pères, excusez-moi, je suis entourée de papas extraordinaires, ainsi qu'Hensley également, qui a deux beaux enfants, père impliqué, engagé. Il court dans toutes les affaires de hockey. Si on veut voir du hockey, bien, c'est sûr que c'est avec Hensley que ça va se passer. Et en tant que spécial fête des pères, j'ai voulu donner un cadeau, puis j'étais curieuse. J'étais curieuse aussi de savoir comment ça se passe du côté des hommes quand les papas se parlent ensemble. Et pour ce spécial-là, j'ai décidé de transférer le micro à Hensley pour la fête des pères. Oh oui, 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 oui. Ce soir, je te donne un cadeau, tu vas animer. Oh mon Dieu! Alors, je vais écouter qu'est-ce que les papas disent, puis je vais faire la maman, la femme qui écoute, puis je vais vous poser les questions que le public pose. Donc, Hensley, c'est à toi la parole. Ah, ben écoute, ben, merci beaucoup, Noli. Écoute, pour une première dans ton émission, c'est un honneur de pouvoir et un privilège de pouvoir prendre le micro et parler ça avec deux gars solides que je suis depuis longtemps, Jimmy et Stanley. Mais avant de commencer, je veux saluer ton public avec un verre parce que tu sais comment on est. Oui, exactement. Écoutez, tous les soirs, à tous les dimanches, on lève le verre. Bonne fête des pères à vous trois, messieurs. Excellent. Bonne émission. Oubliez ton verre, Stanley. Salut, pas de problème. Hey, on va commencer comme ça, Noli, vu que tu me passes la parole. Oui. Je passe le micro avec Stanley. Stanley, parle-moi un peu de ton vécu. Pour les gens qui te connaissent, mais qui ne connaissent pas vraiment, parle-nous de toi en quelques instants, quelques minutes. Écoute, je pense que tout le monde connaît. Ta business, BLS, whatever. Talk to us about it. Okay, alors, je pense que la plupart des gens me connaissent Buzz, mais ne connaissent pas Stanley parce que c'est deux entités qui sont totalement différentes. Alors, oui, j'ai été chauffeur de taxi depuis 1996. En fait, j'ai quitté l'école. J'étais diplômé en électrotechnique à ANSIC. Et par la suite, j'ai pris un diplôme d'études professionnelles en mécanique automobile où j'ai travaillé chez Canadian Tire. Puis mon père, qui était chauffeur de taxi, je lui ai dit, j'aimerais ça arrondir les fins de mois. Puis j'ai pris le cours qui était de 5 semaines à l'époque pour devenir chauffeur de taxi. Et dès la première fin de semaine que j'ai faite, le lundi matin, je me suis rendu au Canadian Tire, j'ai pris mon coffre à outils, j'ai dit non, ça, c'est ce que j'aime faire, c'est ce que je veux faire pour le reste de mes jours parce que j'ai adoré. Donc, j'ai cheminé. Ça fait longtemps que maintenant, je suis chauffeur de limousine. J'ai ma compagnie BLS, qui est Buzz Limo Service. Ça fait longtemps que je l'aurais fait, mais mes enfants étant jeunes, il était difficile de concilier le travail de limousine et enfants. C'est plus facile avec le taxi. Pourquoi? Parce que la clientèle est beaucoup moins ponctuelle que dans des services de la limousine. Mais maintenant qu'ils sont beaucoup plus grands, beaucoup plus matures, je me suis permis de me lancer. Puis, si ce n'était pas de la pandémie, je serais all the way to the up. Alors, je pense que le petit Jésus a voulu me dire calme-toi un petit peu, puis il a mis la pandémie pour relaxer. T'es trop actif. Mais juste te dire une mention cette année. Merci pour ce partage. Moi, je me souviens, quand j'étais jeune, mon père me disait tout le temps, Hensley, prends les volants. Mon père aussi était chauffeur de taxi. Puis il est encore à 80 ans. Il travaille encore 20 à 30 heures par semaine. C'est une passion pour lui. Et quand j'étais jeune, j'ai toujours hésitant à dire « Ah, je ne suis pas sûr si je voulais prendre le volant et devenir chauffeur de taxi. » Mais toi, quand je te regardais au cours des dernières années, puis je me souviendrai toujours d'une vidéo que tu as faite avec tes enfants derrière toi quand il y avait la situation, parce qu'il y avait l'histoire des permis de taxi.
l'émotion que tu avais lancée dans cette vidéo-là, un cri d'appel, un cri au gouvernement en leur demandant de ne pas vous oublier, moi, ça m'a fait réaliser que c'était un gars passionné qui était devant moi. Comment tu t'es senti avec l'histoire des permis? Parce que tu étais une des premières personnes qui était devant le bio, devant le gouvernement, criait haut et fort pour tous les chauffeurs. Et j'étais tellement fier de te regarder aller, et je me dis, man, this guy is for real. Je peux parler de mon cœur. C'était pas compliqué. J'ai trouvé quelque chose dans laquelle, comparativement à des gens qui sont diplômés, qui ont des études, qui ne sont pas heureux. Moi, il n'y a pas une journée où est-ce que je ne suis pas heureux. Puis la seule façon pour me calmer, pour ne pas partir travailler, c'est de rentrer avec la voiture sale. Donc, je me disais, il fallait que je la lave. Donc, ça me ralentissait. Mais si ma voiture devait être propre, oublie ça. Là. J'ai des contacts à travers le monde avec des clients qui me suivent. Et lorsqu'ils viennent à Montréal, je suis en fait la personne de confiance. J'ai des clients pour qui j'ai leur carte pour leurs enfants. C'est-à-dire, je peux aller chercher leurs enfants pour eux, pour te montrer à quel point la confiance, elle est établie. Et c'est la même chose avec mes enfants. Mes enfants font partie de mon travail. Je ne pars pas puis je dis, papa va travailler. Mes clients connaissent mes enfants sont venus avec moi, que ce soit dans le taxi, dans la limousine, ils viennent, vont à la rencontre de mes clients. Mes clients les connaissent, ils reçoivent des cadeaux de mes clients. Donc, j'ai voulu, même, et c'est dans tout ce que je fais, là, même quand je suis DJ, mais je ne me pars pas à la maison, papa va mixer. Je les amène avec moi, ils installent avec moi, ils savent comment brancher les fils. Donc, j'ai toujours voulu faire en sorte que mes enfants soient non pas des personnes à qui je dis, mais des personnes à qui je partage ce que je fais. Et pour qu'ils le comprennent, je les amène avec moi. Donc, quand ils m'ont vu passer 1 heure, 2 heures à installer du son, ou bien quand on est passé une demi-heure, 45 minutes dans le trafic pour aller emmener un client, mais ils sont beaucoup plus au fait. Donc, lorsque je dis papa ne peut pas venir parce que papa est dans le trafic, c'est beaucoup plus compréhensible pour eux. Ouais. Donc, c'est ça qu'aujourd'hui, ils comprennent. Même, je fais des gâteaux depuis le début de la pandémie. Puis ma fille est à côté de moi, elle casse les œufs. Mon fils fait les boîtes. Donc, j'ai toujours fait en sorte que mes enfants soient partie prenante de tout ce que je fais pour m'assurer qu'ils soient en mesure de grandir avec moi et non pas qu'on soit chacun parallèlement de son côté. Oh, bravo, bravo. L'équipe, on le sent, là, quand on le voit par tes posts avec tes enfants, on sent qu'il y a une union, on sent qu'il y a une fusion familiale qui est solide, puis bravo à toi. Cette année, je vais te demander, je suis une petite pause, je vais tourner vers coach Jimmy. Après, je vais revenir à toi pour certaines questions qui vont vous toucher aux deux invités. Jimmy, coach D, papa impliqué, comment ça va, Jimmy? Ça va très, très bien. Écoute, surtout pour la fête des pères, là, je pense que c'est la meilleure journée. Je me sens comme, de toute façon, aujourd'hui, je me sens comme un roi. Hein, un roi, je suis aux petits anges, je veux dire, on me traite, j'ai mon déjeuner qui a été fait, mon lunch, c'est-à-dire dîner qui sera préparé, tout est fait. Donc, écoute, j'ai juste à m'asseoir et la journée est merveilleuse. Et merveilleuse. Solide. Et Jimmy, avant qu'on tourne vers cette année, parle-nous de toi, tes business, papa impliqué, coach. Qui est Jimmy Roussard? Ben, Jimmy Roussard, c'est quelqu'un c'est une personne en fin de compte, c'est quelqu'un qui aime donner. Moi, j'aime ça, j'aime donner de mon temps, j'aime donner aussi de mon savoir. Mais je pense qu'il y a une phrase qui me revient tout le temps, c'est que I aspire to inspire. I always aspire to inspire. Quand je dis ça, c'est-à-dire comme ça que si je suis en mesure d'inspirer certaines personnes dans leur parcours, dans leurs défis, par exemple, dans leur train-train quotidien, ben, j'ai fait ma journée, j'ai fait ma job. Comme coach, ça fait des années, simplement pour faire j'ai fait le travail de coach pendant des années, et je dis bien des années, peut-être plus que 10 ans. Puis à différents niveaux, hein, parce qu'un coach, j'ai touché à différentes clientèles aussi. Mais ma clientèle, je pourrais dire ma clientèle fétiche, je dis bien ma clientèle fétiche, et quand je dis ma clientèle fétiche, c'est-à-dire ma clientèle chouchou, c'est les ados, c'est les jeunes. Nice. Les ados, c'est les jeunes. J'ai travaillé avec les ados, je travaille encore une fois avec les ados pendant longtemps à différents paliers, mais surtout au niveau, par exemple, du développement personnel, du développement émotif. Des fois, on pourrait dire peut-être même à développer l'intelligence émotionnelle, mais surtout, l'estime de soi.
toutes les composantes, les sphères de l'estime de soi. Donc, je travaille avec les jeunes pour ça. Donc, pour pouvoir le renforcer, pour pouvoir le développer, pour pouvoir même des fois le faire naître, parce que des fois, il y en a qui arrivent et ils n'ont rien du tout. Donc, ayant travaillé avec les jeunes, parallèlement aussi, j'ai travaillé avec les parents. Donc, il faut quand même outiller les parents. Puis, cette année, on pourrait dire que mon travail maintenant a été peut-être un peu plus dirigé, un peu plus ciblé, c'est-à-dire vers les pairs. Vers les pairs. Donc, peut-être qu'on pourra en parler peut-être un peu plus longuement. Oui, c'est sûr, on va en parler, c'est sûr. C'est le but, c'est l'objectif. Mais comme coach, je veux dire, comme coach, ça a été, je pense que c'est toujours ma passion. Et aujourd'hui, je porte peut-être le titre de coach, le chandail de coach, parce que je me dis comme ça qu'avec toute l'expérience, là, je peux porter le titre. Si on m'avait dit, par exemple, il y a 6 ans, Jimmy, ben, t'es coach, je t'aurais dit non. Non, je dis, je suis juste Jimmy. Puis, etc. Puis, malgré qu'après ça, j'ai fait mes certifications et tout ça, mais j'avais toujours de la misère à comme porter ce chapeau. Je suis coach, je suis, etc. Pour moi, c'était comme, par exemple, ça n'avait aucune importance. Ça avait aucun... Bon, aujourd'hui, je l'assume. Je dis, OK, parfait, je suis coach, je suis coach. Puis, les gens veulent comprendre s'ils veulent comprendre. Mais, je veux dire, je le disais tout à l'heure, je me considère comme étant un architecte des rêves. C'est ce que je dis. Je suis l'architecte des rêves. Tu aspires à quoi? OK, d'accord? Donc, on va faire le plan. C'est pas moi qui va, par exemple, qui va dire comme ça que je vais t'amener directement. On va faire le plan ensemble. On fait le plan ensemble. Je te fais le plan, puis on va trouver ensemble. Parce qu'on a tous les solutions dans soi. C'est juste de trouver la personne qui va nous aider à les trouver. Exact, tout à fait. Tout à fait. C'est simple que ça. Donc, coach mental et physique, il ne faut pas oublier. Je fais les deux. Ah oui, on voit qu'il y a un bon moyen là. On a un bon nègre, là. Je fais les deux. Je fais les deux. Donc, que ce soit au niveau conditionnement physique, fitness, je dis fitness, mais conditionnement physique aussi, je le fais. Donc, j'aide les gens à atteindre certains objectifs. Puis, avec les jeunes aussi, plus particulièrement, je travaille aussi du côté des jeunes parce que le sport, ou du moins l'éducation physique, ou plutôt le conditionnement, c'est le meilleur moyen pour pouvoir développer, renforcer l'estime de soi. Ouais, l'estime de soi. Je ne sais pas si vous le savez là, mais le sport, c'est la meilleure façon. Donc, moi, j'ai construit des programmes, j'ai construit un programme où est-ce qu'on développe l'estime de soi à travers le sport. Donc, avec certains objectifs vraiment précis. Voilà, on pourrait dire. C'est bon. On a deux beaux invités, Noli. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, moi, j'ai rien à dire. J'ai hâte de rentrer dans le vif du sujet. Alors, on est là. De savoir Stanley, son rôle. Jimmy, d'où est-ce que ça vient? Puis, Hansley, toi aussi, en tant que papa, tu as un rôle que tu joues. Tu es très impliqué avec tes 2 garçons. Tu en as un qui est plus vieux, un autre qui est plus jeune. Est-ce que tu peux m'expliquer, toi, ton rôle de papa également? Les autres, mais et toi? Ben oui, c'est drôle que tu dis ça parce que c'était ma première question que je voulais lancer aux deux invités. C'est que tu as le rôle de papa et le rôle de père. Et moi, ce que je voulais savoir, après, je vais te répondre à ta question, Noli, c'est quoi la différence pour vous, papa et père? J'aimerais vous entendre là-dessus. Et Noli, je vais te répondre premier après. OK, promis, hein? Promis, no worries. C'est bon. Stanley, qu'est-ce que tu en penses? Stanley, Jimmy, qui veut commencer? Vas-y, Jimmy. Donc, pour moi, père, moi, je dis que n'importe qui peut être, c'est-à-dire n'importe quel homme peut être père. On dit qu'il est plus facile à un enfant d'avoir un père, mais il est beaucoup plus difficile d'avoir un papa, du moins. Mais quand je parle de père, c'est-à-dire père, pour moi, je l'associe à, par exemple, géniteur. Okay? Donc, quand on dit père, je suis géniteur. Donc, j'ai, par exemple, contribué. J'ai contribué à la conception d'un enfant. Maintenant, papa, c'est ce qui vient après. C'est, par exemple, c'est ma présence, c'est mon implication, c'est mon engagement, c'est mon soutien. Tout ça, pour moi, à ce moment-ci, on vient d'atterrir, par exemple, on vient de se mériter, je dis bien se mériter, pour moi, le titre de papa. D'accord? Donc, mes pères, je veux dire, père biologique, hein, c'est comme on dit rarement on va dire papa biologique, on va dire c'est le père biologique. Hein? Mais le papa, on dirait que dans le papa, on rentre dans une intimité, un rapprochement à quelque part. Tu sais, quand tu dis papa,
Et ton enfant va dire, voici le père. Mais non, voici mon papa. C'est différent. Quelque part, donc il y a comme ce petit lien intime, ce rapprochement qui vient de se créer. Donc là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus, je pourrais dire, intense. Intense, OK. Stanley, toi? Un rapport plus intense. Oui, Stanley, je suis curieux d'entendre Stanley. Merci, Jimmy. Moi, j'ai une perspective qui est tout à fait différente. Peut-être c'est avec l'âge, j'ai grandi. Je pense que le père est la figure d'autorité qui prend charge, qui take over l'enfant. C'est lui, c'est le père qui s'assure de la protection, de la discipline. C'est le père qui assure un certain chemin droit. Alors que le papa est celui qui est le côté amoureux, le côté celui qui va aimer, celui qui va réconforter, celui qui va motiver. C'est celui qui va, en fait, c'est sûr et certain que dans la perspective de Jimmy, lorsque le papa n'est pas présent, il n'est qu'un père, c'est tout à fait compréhensible. Mais moi, dans mon travail, je sais que j'ai cette partie père que je dois m'assurer de la discipline. Même lorsque parfois je vais imposer certaines choses qui peut-être que moi, je n'avais pas fait, mais je dois m'assurer que cette discipline dans laquelle il rentre, il sache qu'il y a cette figure d'autorité qui est le père, qui s'assure que les choses se passent comme elles doivent se passer. Et il y a le côté papa qui est celui qui est, comme ma fille m'appelle, mon papounet. Quand papa est gentil, c'est mon papounet. Donc, c'est le papa qui va aimer, qui va faire les câlins, bisous avant de dormir. C'est le papa qui va faire la bicyclette avec eux autres, même si ce n'est pas toujours évident parce que les autres, ils peuvent aller pour de long ride. Mais je pense que c'est là où les deux identités sont présentes et omniprésentes, dépendant de laquelle prend charge. C'est-à-dire, lorsque le père est là, le papa est omniprésent, donc automatiquement, il take charge et vice-versa. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Je t'avais promis, Noli, moi je répondrais, je suis un peu dans le même sens que Stanley. Pour moi, c'est une dualité. Donc, tu as le côté papa, qui est le côté émotionnel, lorsqu'on devient vulnérable envers notre enfant, lorsqu'on lui dit qu'on l'aime, lorsqu'on lui dit qu'on veut être présent, on veut l'encourager, on veut le mobiliser, on veut le motiver. Tu as le côté père, comme disait Stanley, la personne autorité, le côté rationnel. Et ce côté-là, justement, on l'a appris de qui? On l'a appris de nos pères. Donc, souvent, si tu viendras de ça, Jimmy, lorsqu'on devient père, on a comme le feeling de se dire, là, il faut que je me mette droit, il faut que je le regarde avec un non-verbal pour qu'il m'écoute, il faut que je suis le père. Et ça, quand je regarde, comme tu disais tout à l'heure, Noli, j'ai 2 garçons, j'en ai un de 26 ans, j'en ai un de 13 ans, et je regarde aujourd'hui que quand j'étais plus jeune, je voulais prendre le rôle de père, mais c'est un père maladroit. Qu'est-ce que je faisais? Je faisais exactement comme mon père. Mais j'ai un gars de 21 ans qui essaie de devenir comme son père. Ça marche pas, ça marche pas. Quand je regarde mon plus vieux aujourd'hui, puis que je lui parle de ça, puis il disait, pas, tu sais, quand tu es jeune, tu essaies de faire ton tough, mais tu n'étais pas vraiment tough. Aujourd'hui, avec mon plus jeune, j'ai appris avec les années, avec l'expérience, je suis un peu plus mûr, un peu plus mature, j'ai appris à jouer avec le côté papa et le côté père en même temps, avoir cette dualité-là pour être capable d'être ouvert envers mon garçon. Et aussi une affaire que la communauté haïtienne, les pères haïtiens ont un peu de misère à faire aujourd'hui. Puis ça, je vais vous emmener un peu, les gars, à parler de ça, au niveau de la discipline. Souvent, la discipline, quand on regarde nos parents, notre père, c'était bâton, ceinturon. Ceinturon, bâton. Puis quand tu pleures, il va dire, mais pourquoi tu pleures? Puis donne du bâton. Puis quand tu arrêtes de pleurer, mais tu ne pleures pas, il donne du bâton encore. On a encore ça incrusté dans notre sang, on a encore ça dans notre DNA. Ce qu'on a un peu de misère à faire, j'ai appris à le faire au cours des dernières années, c'est de dialoguer, de communiquer avec notre enfant et de démontrer une certaine vulnérabilité pour comprendre sa nouvelle réalité, son nouvel environnement. Qu'est-ce que vous pensez de la discipline en 2020, les gars, envers nos enfants, versus en 1980 ou dans les années 70? Moi, il n'y a rien qui a changé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gars s'étirent toujours? Bon, il n'y a pas la ceinture, mais la main, elle est là. Puis, non, je pense que... Ah oui? Ah oui. Toi, tu es un père discipliné de ce genre. Il faut en tout cas, je n'ai pas tapé mes enfants autant qu'on m'a battu. J'ai tapé mon fils 2 fois, ma fille 2 fois, mais ils le savent que c'est là. Tu ne vas pas battre l'enfant pour le faire mal. C'est juste pour lui faire savoir que ton autorité, elle est là. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, jusqu'à 10 ans, même quand ma fille ou mon garçon font quelque chose de pas correct chez maman,
et qu'un ou l'autre m'appelle, papa, Megan a fait quelque chose de pas correct, elle crie, j'ai dit, mets le téléphone sur speaker, puis j'ai dit, à deux, c'est silence, il n'y a plus rien, parce qu'ils savent que je vais venir. Donc. OK, mais même à distance, ils sont capables de sentir l'autorité de ton... oui. Il y a sans aucun doute. Que ce soit, ils peuvent être en Floride. Pas grave. Dès que j'appelle, c'est fini. Wow, pour toi, Jimmy? Si je parle en termes, moi je pense que les choses ont quand même pas mal changé, évolué. Je vais parler dans la globalité, je vais essayer je me mets peut-être un peu de côté là, parce que bon, j'ai pas nécessairement utilisé les méthodes fortes ou les méthodes physiques, si je pourrais dire. Pour moi, donc, ça a été vraiment au niveau du dialogue. Même que ce soit au niveau du dialogue, ça peut être un dialogue quand même assez, donc dialogue sévère, dialogue autoritaire, etc. J'ai toujours cru à tout ça, mais je pense que dans ta question, tu disais, est-ce que, bon, en 2020, au niveau je pense qu'on a quand même pas mal évolué dans le sens où on comprend un peu les principes de la communication, à quoi ça sert, aussi la communication, mais particulièrement aussi le dialogue aussi. Le dialogue, à quoi sert le dialogue. Mais c'est sûr que, bon, il y a encore du chemin à faire. Parce que quand on parle de dialogue, on parle aussi d'écoute. Puis des fois, c'est un peu plus difficile aussi d'être réellement à l'écoute. Puis ça, c'est tout un cheminement, puis c'est un travail quand on parle d'écoute, parce que des fois, les enfants, par exemple, ont certaines choses à nous dire, mais on a déjà des réponses. On sait déjà ce qu'on va leur dire. Et ce qu'on a besoin de faire, c'est vraiment se recréer, puis vraiment écouter de A à Z, puis écouter aussi de pouvoir lire entre les lignes. Ça, c'est un autre travail aussi, de lire entre les lignes, parce que des fois, il y a des choses qui sont sous-cachées. Il y a peut-être des fois, par exemple, ils vont nous dire certaines choses, et des fois, c'est peut-être par peur, des fois, c'est par souci de nous faire, peut-être de nous attrister aussi, puis de savoir aussi décoder. Il y a certains langages de décoder. Mais si on ne prend pas ce temps, ça ne va pas arriver. Si on n'a pas ce dialogue, ça n'arrivera pas non plus. Mais je pense que déjà, le cheminement, j'entends beaucoup de pères qui aussi, par exemple, vont dire que, bon, on s'est parlé ensemble, etc. Déjà, c'est un bon avancement. Je trouve que le côté là du bâton, bon, comme Stanley disait, bon, il y a cette fessée là, mais je pense que le bâton, la ceinture et tout ça, tranquillement là, je dirais tranquillement, disparaissent du moins quand on parle de notre communauté, parce que bon, pour certains d'entre nous, on est là, c'est déjà plusieurs générations, donc il y a plusieurs choses que nous avons appris, que nous avons compris et qu'on délaisse petit à petit et qu'on fait place donc à de nouvelles méthodes. Oui, mais ça ne va pas faire peur aux enfants d'avoir des gens disciplinés, parce que moi, évidemment, si on vient avec la discipline, exemple, la fessée ou peu importe, ça ne va pas faire en sorte comme ça que l'enfant va être braqué puis il ne va pas aller s'approcher vers vous, papa. Parce que chez nous, en tant que papa ici, c'était ça, l'autorité, la discipline, je suis le pourvoyeur et je fais la discipline. Ça ne va pas braquer l'enfant pour ne pas s'approcher, d'avoir le côté affectif? Oui, ça, je me permets de répondre à ça parce que moi, je me souviens, mon père m'avait donné un dernier coup de bâton, là, un dernier bâton, là, 13 ans. Là. Tellement, je l'ai mérité. Je me suis dit, jamais je vais faire vivre ça à mes enfants. Et le remplacement, le coup de bâton, le ceinturon, je n'ai jamais donné de bâton, jamais donné de ceinturon à mes parents, à mes enfants. J'ai toujours communiqué avec eux. Mais est-ce que j'ai remplacé le bâton et le ceinturon par le non-verbal? Moi, 6 pieds 3, assez imposant, quand je regardais mon garçon avec des yeux sans rien dire, c'est aussi pire qu'un bâton. Avec les années, j'ai compris ça. Mais je l'ai fait parce que mon père le faisait avec moi. Mon père disait, quand il me regardait et il me pinçait avec des yeux, il me disait, vous ne rien comprendre. Tu comprenais exactement ce qu'il voulait dire. Mais ça, j'ai abusé de ça avec mon garçon. Je me suis dit, je ne donnerai pas de bâton, je ne donnerai pas de bâton, mais mon non-verbal deviendrait prédominant. Et ça, je trouve que ça a eu un impact parce que pendant plusieurs années, mon plus vieux Marcus n'osait pas nécessairement venir s'ouvrir à moi pour me parler des choses importantes pour lui. Et là, quand je parlais avec sa mère me disait, ah, Marcus, tu n'as pas parlé de telle affaire? Je dis, non, on n'a pas parlé de ça. Tu devrais aller parler à Marcus parce que je pense qu'il a un petit peu peur de toi. Quand elle m'a dit ça, je dis, pourquoi il a peur de moi? Quand je suis allé le rencontrer, je suis allé lui jaser, je lui ai dit, qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas me parler? Qu'est-ce qui fait que tu ne veux pas t'ouvrir à moi? Il dit, mais papa, parce que des fois, quand je te dis des choses, tu commences à me regarder avec un regard, là, je comprends tout de suite qu'il faut que j'arrête ça. J'ai compris que c'est plus que vers maman qui est plus maman que papa qui devient père autoritaire. À partir de ce moment-là, ça fait quelques années, j'ai réalisé qu'il faut que
je pèse un peu sur mon non-verbal, puis que je sois un peu plus souriant, un peu plus ouvert, plus à l'écoute, même si des fois, s'il me dit des choses qui ne sont pas intéressantes, il faut que je sois un peu plus ouvert. C'est pas facile parce que je n'ai pas grandi de cette façon-là. C'est pour ça que c'est important de pouvoir peser le poids, parce que nos parents nous battaient avec la ceinture, avec tout ça, peut-être c'était exagéré, mais ne pas le taper non plus, puis avoir les yeux ouverts dessus, tu créais une peur qui était totalement inconnue. Donc, moi, dans les faits, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché le point milieu. Comme je te dis, mes enfants, je les ai tapés 2 fois chacun, mais ils le savent. Tu sais, je peux donner un exemple qui s'est passé. Mon fils est allé à l'école et puis il est passé au 2e cycle. Et puis en arrivant à l'école, la récréation est terminée. Mais mon fils parlait avec les garçons de 5e, 6e année. Et le professeur l'a appelé à 3 reprises. Puis il se pensait gros gueule. C'est comme si j'ai pas peur de rien, là. Et puis le professeur l'a appelé 1 fois, 2 fois, 3 fois. Il n'a pas écouté. Même quand il a décidé de marcher, il a pris tout son temps. La récréation s'est terminée à 10h45. À 10h52, j'avais reçu un courriel comme quoi, voilà ce que Luc a fait, il avait perdu 25 points. Mais si je le laisse pour aller discuter, il va jamais, parce que, donc, à 11h17, j'ai appelé l'école, j'ai dit, il a un rendez-vous, faites-le sortir. J'ai appelé la maman, j'ai dit que je m'en vais le chercher. Il dit, on m'a dit que j'allais être fou, on allait me prendre pour un fou. J'ai dit, c'est pas grave. Vaut mieux que moi, je sois fou parce que ma vie est finie, que lui, on le prenne pour un garçon mal élevé. J'étais le chercher, costume. J'étais à la maison, je ne travaillais pas. Costume, j'étais le chercher. Je suis arrivé à l'école, il est venu, bonjour papa, on va à l'hôpital? Oui, oui, oui. C'est pour mes yeux? Non, 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 pour tes oreilles. On est passé à la maison. Je vais faire une intervention. Il y a une madame qui, en fait, il y a Anita Jacob qui dit qu'il y a plusieurs sortes de parents. Il y a 4 types. Il y a les parents démocratiques, autoritaires, permissifs et négligents. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, messieurs? Bon, permissif et négligent, pour moi, c'est un synonyme, là, parce que lorsque tu es permissif, c'est parce que tu n'as aucun contrôle, donc tu es négligent. Donc, pour moi, c'est la même chose. Et autoritaire, permissif, négligent. Et toi, Jimmy, c'est quoi ce que tu en penses? Ben, si ces catégories existent, du moins, autoritaire, ben, c'est à savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire. Je ne sais pas exactement quelles sont les définitions qui se cachent derrière. Mais comme disait Stanley, là, effectivement, les deux, il y en a 2 qui se ressemblent pas mal. Mais moi, je pense qu'il y a... Il y a plus que 4 catégories. Il y en a plus que 4. Il y en a beaucoup plus, oui. Un parent autoritaire, parfois, cache un parent qui veut avoir la paix, donc se prend pour un matador, juste pour s'assurer d'avoir le contrôle de tout ce qui se passe autour de lui et d'avoir la paix. Donc, il crée un climat de terreur pour s'assurer. Donc, lorsque tu es autoritaire, pour moi, c'est une forme de lâcheté, une forme de peur. Oui, OK. On dit qu'un vrai chef ne commande pas. Moi, je ne commande pas. Mais lorsque c'est le temps d'être autoritaire, c'est le temps d'être autoritaire. Mais on ne peut pas être autoritaire. Quand c'est le temps de l'être, on peut, mais on ne peut pas être autoritaire. Si on est autoritaire, il y a quelque chose qui se cache derrière ça, c'est clair. On disait comme ça que, tu sais, on parlait de papa impliqué. Jimmy, tu as fait l'association de papa impliqué. Alors, quel était l'objectif derrière ça? Je vais te dire que l'objectif... Jimmy, hein, ça reste entre boys, là. Hein? C'est quoi? Non, Ansley. Moi, c'est la souris, j'écoute aujourd'hui. Je vais te dire, ben, l'objectif, en fin de compte, c'est d'avoir une plateforme. Okay? C'est d'avoir une plateforme où est-ce que les hommes, papas, peuvent se recueillir, peuvent échanger, loin, et sans aucune offense, hein? Je le dis bien sans aucune offense, loin du regard féminin. Loin de la critique féminine. Donc, et de se sentir complètement à l'aise, d'une part, de pouvoir se vider le cœur, par exemple, parce qu'on vit des expériences peut-être même difficiles, et d'autre part aussi parce que peut-être on aimerait aussi savoir si on est seul dans ce qu'on vit et de recueillir aussi peut-être l'information qui va nous aider dans notre cheminement. Donc, c'est avoir une plateforme où est-ce que les pères, d'une part, se sentent confortables, à l'aise et peuvent maintenant s'outiller
Et quand je dis bien s'outiller, indirectement. Indirectement. Parce que s'outiller indirectement, parce qu'on s'entend là, je ne sais pas si les gars, vous êtes d'accord, mais tout ce qui est trop formel là, ça effraie un peu les hommes. Hein. Tout ce qui est trop formel, une structure, je vais te dire, bon, parfait, Jimmy vous invite dans une séance, vous allez avoir un livret, nous allons étudier, nous allons voir les différents chapitres, étapes. Aïe, 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 c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. Donc, c'est informel. Hein? Donc, ça veut dire comme ça, c'est quelque chose qui se passe dans le contexte, pas nécessairement le contexte, mais la formule, le format est différent. C'est informel, on relaxe, on discute, on ouvre, on échange, on parle, mais encore une fois, c'est vraiment pour se sentir libre de s'exprimer comme on le sent, là, comme on aimerait le faire. J'adore. Jimmy, on se permet de faire entre boys, c'est qu'on n'est pas là pour critiquer les conjoints, les blondes ou quoi que ce soit. On parle vraiment des boys. C'est la relation qu'on a avec nos enfants. Et une des questions, puis je vais vous la lancer, les boys, c'est d'être vulnérable devant nos enfants, d'être capable de démontrer nos émotions. Est-ce qu'on pleure devant nos enfants? Vous, les gars, quand vous avez des émotions vivées avec vos enfants, est-ce que vous démontrez une certaine vulnérabilité ou de l'émotion envers eux, de vous montrer quelques larmes? Moi, je n'ai juste pas de le faire avec mes boys. Jamais. Tu n'as jamais fait ça, Hansley? Jamais non, moi, j'ai juste jamais Si j'ai vraiment une émotion vraiment particulière, j'ai une bonne communication avec mes boys, puis il y a une larme qui a envie de sortir, elle va sortir. Mais je vais leur expliquer pourquoi. Ce n'est pas une démonstration de faiblesse, une démonstration d'émotion. Puis j'ai compris au cours des dernières années que c'est important de démontrer de l'émotion, parce qu'en faisant ça, j'ai réalisé que la connexion et la communication s'est renforcée avec mes deux boys. Je trouve que ça m'a permis d'être un meilleur papa. Messieurs? Moi, je n'ai pas été capable. Je ne suis pas capable. C'est sûr et certain que je ne le cache pas. C'est très difficile parfois, mais non. Je suis leur héros pour quelque part. Puis je ne sais pas si ça va arriver un jour, mais non. Je vais attendre. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais attendre le soir quand je suis couché dans mon lit. Mais non, devant eux autres, non. Parce qu'ils ont pour image que leur père c'est là. Et je suis un héros pour eux autres. Puis j'essaie de le maintenir du mieux que je peux, mais non, pour moi, c'est pas encore arrivé. Puis je sais pas si je suis capable de le faire. Jimmy? Moi, oui. Et je vais te dire, moi, ça a été important que mes enfants puissent voir que je suis humain. Parce que je veux leur apprendre à être humain aussi. Parce que la première école se fait à la maison. Et quand je dis la première école, que ce soit au niveau des émotions, ils apprennent par exemple, à reconnaître les émotions selon ce qu'ils voient de leurs parents. Un petit enfant, les enfants, par exemple, je veux dire, quand un enfant naît ou quoi que ce soit, tu souris pour lui montrer que tu es content. Ouais. Je suis triste, papa, maman est triste, on lui sourit. C'est quelque chose qui doit continuer. On doit continuer à leur enseigner c'est quoi les émotions, que ce soit la tristesse, c'est quand on pleure, que ce soit la peur, que ce soit la colère. Je suis en colère présentement, je te le dis, tu le vois, tu le sens. Voici de quoi a l'air, par exemple, une colère. Voici de quoi a l'air une tristesse maintenant. Et moi, par exemple, j'ai souvent, par exemple, eu des dialogues avec mon fils dans lesquels, par exemple, ça n'a pas été au boulot, du moins, j'ai eu une journée difficile. Je vais m'asseoir puis je vais lui dire, ça a été dur aujourd'hui. Voilà pourquoi. Mais toujours étant dans un langage qu'il peut comprendre. Parce que, bon, je veux dire, les enfants à différents âges comprennent différentes choses. Le niveau d'absorption de l'information ou d'analyse n'est pas la même. De compréhension ici n'est pas la même. Donc, pour moi, c'est vraiment de le faire voir que je suis humain, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait. Parce qu'à ce moment-ci, je pense qu'il peut voir que, écoute, parce que des fois, pour moi, je veux dire, mon expérience avec mon père, c'était super aussi. C'était l'homme qui connaissait tout, qui était incassable, qui était invincible, et j'avais l'impression que, bon, je veux dire, il a jamais ressenti de tristesse, ce monsieur-là. Donc, de mon côté aussi,
j'ai toujours, ben pas toujours, mais c'est-à-dire à un moment donné, je voulais comme montrer que je suis fort, je suis etc. Puis là, je dis, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je suis humain. Non seulement je suis humain, mais je suis pas parfait aussi. Donc, il faut que je lui montre ce côté imparfait ou du moins les gaffes que je fais. Donc, je me permets aussi de faire des gaffes. Je me Mais permets d'être moi. chez les papas, c'est pas, chez les papas haïtiens, je vais dire ça comme ça, c'est pas une forme de faiblesse, c'est pas une forme de, OK, je suis pas, pas garçon, pas homme, parce que c'est pas, on voit pas ça. C'est pas possible de voir un père qui pleure. C'est pas possible. Le père qui te montre de l'émotion, ça fait pas partie de, en tout cas, pas le mien, en tout cas, ça fait pas partie de mon cerveau, ma façon de faire. Moi, j'ai jamais vu mon père pleurer, puis j'ai toujours vu comme un super-héros. J'ai toujours vu que quand je vais vieillir, c'est lui qui allait me sauver. Et j'ai vu mon père une fois, la seule fois que j'ai vu mon père en triste, avec les larmes aux yeux, c'est, je t'avais déjà parlé, Jimmy, c'est lorsqu'on avait gagné le championnat du monde avec Team Haïti en 2015. On est arrivé à l'aéroport et là, j'avais les gens qui scandaient nos noms, Team Haïti, Team Haïti, Team Haïti. Et là, j'ai vu mon père qui était comme en retrait, avec les yeux rouges. Je suis allé vers lui, je lui ai dit comment ça va, pas, puis tout ça, puis il m'a regardé. Puis j'ai vu dans son regard qu'il avait envie de me dire plein d'émotions, mais c'est comme si c'est un trafic jam, là. Il n'y a rien qui était capable de sortir de sa bouche. La seule chose qu'il était capable de dire, c'est de me prendre, donner la main sur l'épaule, puis je suis fier de toi, mon gars. Mais tu vois, il y avait les larmes, mais tu vois que c'est comme pour lui, c'était, je ne suis pas supposé pleurer devant mon garçon. Tu vois, il y avait un sentiment de fierté. Puis je pense que c'est vraiment au niveau de la communauté haïtienne, peut-être que je me trompe, là, je lance n'importe quel mot, que chez les Haïtiens, c'est comme tabou de démontrer une certaine faiblesse, une certaine émotion devant nos enfants. Il faut démontrer qu'on est droit, qu'on est des super-héros. Là, j'ai regardé mon père, je dis, pas, it's all good, on est déjà allé jouer au hockey, là. T'sais. Là, sa vie, ça a comme, il a fait du bien, tu sais. Mais c'est comme il est maladroit aujourd'hui, il y a 80 ans, de dire à son gardeau de me regarder puis me dire, je t'aime. Ça ne pourra jamais sortir de sa bouche. De la même façon que moi, lorsque je prends le téléphone, puis il faut aller avec la mode des jeunes, puis je texte à mon garçon, mon plus vieux, même mon plus jeune, puis je lui ai écrit, je t'aime, c'est pas naturel. C'est pas naturel. Mais il faut le faire parce que je sens que c'est important d'être présent pour nos jeunes. Est-ce que vous dites je t'aime? Est-ce que vous l'écrivez? Ben, toi, vous avez des enfants un peu plus vieux, mais est-ce que vous le dites je t'aime? Oui. Si je vous montre mes messages textes avec mes enfants, ils ont chacun leur tablette là. C'est minimum une fois par jour. Ils sont partis aujourd'hui parce que je devais aller travailler. C'est papa, je t'aime. Ça, c'est quelque chose de courant là. Même quand ils sont fâchés là. Non, non, ça, je peux dire, je suis choyé sur ça là. On se dit je t'aime là toute la journée. C'est beau à vous entendre. Question, les gars, je veux vous entendre là-dessus. Cette émission, c'est l'importance de la présence d'un père. Et là, vous êtes de famille reconstituée, vous êtes présent avec vos enfants, mais qu'est-ce qui vous a dit à un moment donné? Vous auriez pu dire, soit je quitte ma blonde, elle part avec les enfants, puis moi, yes, I'm back in business, I'm back on track. Qu'est-ce qui vous a fait dire, non, moi je reste et je m'occupe de mes enfants? Parce que vous êtes des pères exemplaires. Je veux vous entendre là-dessus. Moi, je pense que moi, aujourd'hui, je ne relaterai pas ma vie personnelle, mais quand je regarde le passage obligé que j'ai eu avec la séparation de la mère de mes enfants, je suis capable de comprendre quelqu'un qui veut rien, qui décide de pas s'occuper de ses enfants. Ah oui? Ah oui, je suis comprends. je suis curieuse de savoir pourquoi. Parce que un père impliqué, c'est comme un père, on dit trop, c'est comme pas assez. Mais les papas qui ne font rien, on les juge, on les critique. Mais les papas qui font beaucoup, on s'attend toujours à plus d'eux. Donc, inconsciemment, on vient à les prendre pour acquis. Et inconsciemment aussi, on vient à faire en sorte que on vit avec une épée Damoclès parce que plus tu es proche de tes enfants, plus tu es une cible facile, plus tu es facile à faire peur. Pourquoi? Parce que on sait que tu aimes les enfants. Je peux te faire peur. Il y a beaucoup de choses qu'on puisse faire. Et des fois, les papas qui sont impliqués ne sont pas appréciés pour ce qu'ils font. Puis, moi, c'est ça que je trouve le plus difficile. Parce que quand quelqu'un décide de se réveiller puis dire, et je le cache pas là, en toute humilité, je dis des fois j'ai juste envie d'abandonner. Pourquoi? Parce que quand tu mets l'énergie à te battre pour juste être le papa, mais à la fin de la journée, je pourrais, comme tu l'as dit, Ansley, juste
me retourner de bord et dire, bon, OK, tu sais quoi, laisse faire, là. C'est sûr et certain que quand tu es habitué, tu es proche de tes enfants, c'est comme quelqu'un qui fait du sport. Et s'il fait du sport tous les jours, ça fait partie de, de, de ta vie de tous les jours. Tu te réveilles pas un matin et tu dis, j'arrête de faire du sport. Et vice-versa. Tu te réveilles pas demain matin, bon, à partir de maintenant, là, je vais faire 3 heures de gym. C'est dans un sens comme dans l'autre. Mais euh, quand je regarde moi, j'ai eu plusieurs émissions où ce que je faisais. J'avais une émission il y a 2 ans, Montréal Facebook, où on parlait de ces sujets-là. Puis quand je prends les histoires que les gars me racontent, parce que les hommes, on a un défaut, nous autres les hommes. Quand ça va mal, on ne va pas voir Jimmy facilement, on ne va pas voir Hensley pour. On a toujours peut-être une petite cocotte avec qui on peut expliquer, mais c'est tout. Mais aux yeux de tout le monde, on veut bien paraître. Surtout quand Jimmy, moi, nous sommes des personnes publiques. On n'ira pas, tu peux pas mettre ta vie partout. Mais inconsciemment, venant de moi, ça peut être paraître bizarre, mais je peux comprendre un gars qui décide de juste laisser tomber la serviette parce que l'énergie parfois qu'il faut mettre pour pouvoir juste aimer ses enfants, c'est à se demander des fois si ça vaut la peine. Écoute, c'est important, ça me fait de quoi quand même d'entendre ça, parce qu'on dit on doit mettre les enfants en priorité. Ouais, Et tu sais, quand on est dans des familles séparées, reconstituées, comme whatever ce qu'on veut dire, mais les enfants doivent être une priorité. Jimmy, je te laisse la parole. Ben, tu sais, je vais aller dans le même sens que, je dirais pas tout à fait dans le même sens que Stanley, mais je peux dire que, comme il a dit, je veux dire, il y a beaucoup de situations des fois qui sont très difficiles. Mm-hmm. Et trop souvent, c'est-à-dire qu'on va plus facilement aller du côté du jugement que de la compréhension. Donc, on va vraiment aller du côté du jugement, de la compréhension. Et certaines fois, il y a des événements qui aussi, par exemple, certains pères vont être complètement pris au dépourvu, pas nécessairement parce que c'est de mauvaise volonté. C'est pas une mauvaise volonté. C'est tout simplement que des fois, ils sont tout simplement à bout. À bout. Et c'est là que, par exemple, je n'essaie pas de faire une petite plug, mais que papa impliqué vient en ligne de compte. C'est-à-dire, des fois, on a besoin de ressources, on a besoin d'un coussin pour atterrir. Vous dites, I got your back. I got your back. Don't give up yet. OK. Ou regardons qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple. Donc, tu sais, je veux dire, oui, effectivement, les hommes ont souvent été longuement jugés, longuement critiqués, pointés du doigt, lorsque, par exemple, mais on n'a jamais essayé de se dire, ben écoutez, qu'est-ce qui se passe réellement dans sa tête? Qu'est-ce qui est survenu? Ou même à la rigueur, est-ce que je peux essayer de comprendre peut-être son passé? Quels ont été ses traumatismes? Peut-être qu'il a vécu des choses ou certaines choses qui, même des fois, par exemple, ne facilitent pas aussi la gestion de cette situation pour lui. Et pour lui, peut-être la façon la plus facile, c'est tout simplement de se dire, ben, peut-être pas nécessairement facile de dire, écoute, j'abandonne. Tu comprends? Donc, moi, j'aime pas juger. Je peux pas dire que j'aime pas juger et dire comme ça que ben, les pères, ils abandonnent, etc. Il y a souvent une raison qui se cache derrière. C'est laquelle? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Mais comme on sait, je veux dire, on le sait très bien, on en parle ouvertement dans notre communauté, très difficilement. Je veux dire, en tant qu'homme, on va s'ouvrir pour se dire, ben écoute, ça va pas, écoute, je suis en train de passer un moment difficile, etc. Donc, on n'est pas au courant. Donc, et là, ils vont devoir passer peut-être tout seul à travers cette situation. Et ben, une solution, ça va dire, ben, je continue plus, puis je lâche. Mais moi, je trouve ça triste parce que, bon, écoutez, là, je suis une souris, hein, je suis une femme qui parle. Je vous écoute parler, puis je me dis, mais écoute, l'objectif, c'est d'avoir, vous n'êtes pas des géniteurs, vous êtes des papas. Donc, c'est des papas doivent, en tout cas, on doit donner l'importance au père, à l'enfant qui est à son père, mais des papas, quand ils sont débordés, quand ils écoutent, je t'écoutais, tu dis, ben, vous n'avez pas de ressources, vous n'avez pas avec qui parler. Je me dis, mais
Qu'est-ce qui fait ça? Est-ce que c'est notre communauté? Est-ce que c'est nous? Est-ce que c'est les hommes noirs qui fait que vous n'avez pas cet aspect-là? C'est le système. Le système. C'est le système. C'est encore une fois, on pourrait dire même systémique, mais c'est le système. C'est le système qui est conçu de cette façon. Le système a été conçu, par exemple, pour soutenir, parce que effectivement, c'est la maman, généralement. Le système a été conçu pour soutenir la maman. Le système a été conçu pour pouvoir parvenir, par exemple, et pallier aux besoins de la maman en cas de situation difficile, en cas de crise. Mais le système, c'est dernièrement, et je pense qu'on essaie de changer les choses aussi de façon à avoir aussi cette égalité et d'avoir un système juste qui valorise la paternité, qui valorise le père aussi et qui va aussi l'aider, par exemple, qui va venir l'aider, qui va essayer de le soutenir, qui va ouvrir ses bras, mais d'une façon dans laquelle lui sera réceptif. Parce qu'il faut faire attention, femme, homme, c'est pas la même chose. Donc, on peut pas, par exemple, faire quelque chose qui sera bon, par exemple, et se dire, ben oui, effectivement, les enfants, c'est prioritaire, puis c'est ci, puis c'est ça. Mais, par exemple, on va avoir un système, par exemple, de pension alimentaire qui va complètement à l'encontre et qui va faire en sorte que l'homme dise, ben, à ce stade-ci, je veux dire, donc il y a certaines choses qui doivent changer, il y a certaines choses qui doivent s'améliorer aussi par rapport au système et de rendre ça, par exemple, équitable, tout simplement équitable et dans lequel on se sent que l'homme, le père, se sent que le papa se sent valorisé et non seulement valorisé, mais il sent que, hey, présentement, c'est pas facile, c'est difficile, but I got backup. I got backup, yeah. I got backup. Okay? Donc, ça veut dire comme ça, dans sa tête, la porte de sortie ne sera pas nécessairement that's it. I can't, I'm giving up. Tu comprends? I got backup. I know that, je sais que je peux, par exemple, faire telle chose, j'ai telle ressource, etc. Donc, je me sens plus aussi seul. Et c'est ce qui arrive, c'est qu'ils se sentent seuls. Oui, tout à fait. Question pour vous deux, messieurs. Merci, Jimmy. Quel est l'impact pour un jeune de ne pas avoir la présence de son père dans sa vie? Vous êtes deux présents pour vos enfants. Le fait que vous ne seriez pas là pour eux, c'est quoi l'impact pour ces jeunes? Moi, je pense que tout dépend de l'éducation que le parent va avoir. Parce que, tu sais, une mère peut être une mère, il faut leur donner, vous êtes créatrice de cette terre, de l'humanité, mais vous ne pouvez pas tout faire. Et inconsciemment, que ce soit moi de mon côté en tant que père, je peux être tout seul. Des fois, je sais que la présence de leur mère est importante, mais parfois, il faut prendre un peu plus d'espace. Pourquoi? Parce que là où il y a des lacunes, il faut se rappeler que ces enfants-là, c'est la moitié de moi et la moitié de maman qui sont dans une seule personne. Donc, maman ne peut pas gérer un enfant complètement tout seul pour la simple et unique raison qu'il y a une dynamique à l'intérieur de cette personne-là. Si on veut prendre un enfant comme une voiture, ben, Ford va faire une voiture, elle va faire la carrosserie avec tout ça, mais elle va mettre un moteur de Volvo dedans, elle va mettre ci. Mais Ford peut réparer une Volvo parce que Volvo lui a donné tous les éléments nécessaires pour pouvoir la réparer. Il est impossible pour une maman de dire « je suis capable ». Et en Amérique du Nord, comparativement en Haïti, parce que je suis d'Haïtien, bien entendu, tout le monde a besoin de tout le monde parce que tu ne sais pas comment demain va être. Mais ici, en Amérique du Nord, on a cette sensation qu'on est capable de tout faire tout seul. Et à cause de ça, je suis capable de faire mon enfant tout seul, je suis capable de gérer mon enfant tout seul, je suis capable de payer mon appartement tout seul, je suis capable d'avoir tout ça. C'est vrai. Il y a un prix à tout ça. Parce que, de la même façon que ça peut être difficile pour un homme de s'occuper d'un enfant tout seul, mais pour une femme, quand elle s'en va au garage, pour avoir déjà été mécanicien, mais ce que moi, je vais payer pour réparer ma voiture, c'est pas ce que Noli va payer pour réparer sa voiture. Donc, il y a un prix relié à tout ça. Et le prix, présentement, lorsqu'on parle de père et mère, c'est les enfants qui le payent. Pourquoi? Parce que si l'enfant est élevé avec un seul parent qui n'a que la moitié du livre d'instruction pour pouvoir le faire avancer, il est impossible que cet enfant va réussir. Pourquoi? Parce que la note de passage, c'est 60%. Non, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc, l'enfant va marcher sur un côté. Tu peux rouler sur 3 roues avec un spare, mais tu peux pas rouler. Si tu as un deuxième pneu qui crève, tu peux pas aller nulle part. Tu peux pas aller nulle part. Tant et surtout qu'on n'est pas capable de se mettre
avec cette idéologie que il faut 2 parents pour grandir un enfant. Et même lorsque c'est à temps partiel un des 2 parents, mais il faudrait, et surtout nous, la communauté noire, qui est stigmatisée avec tous les événements qu'on a vécus avec les droits de George Floyd, mais il faut qu'on soit capable de se réveiller, de dire we need to get together et arrêter de se battre. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit, parfois, je comprends un homme qui veut abandonner. Pourquoi? Parce que un homme, on n'est pas fait comme des femmes. Une femme a un livre d'instruction, un livre comme ça. Un homme, c'est 3 lignes. C'est pas vrai, on n'est pas né avec ça. Je garantis. Moi, j'ai comme j'ai dit à Stanley, I love you, man. Love you. Ma mère a élevé 2 enfants. J'ai une sœur jumelle qui est née le même jour que moi. Et ma mère ne m'a pas élevé de la même manière qu'elle a élevé ma sœur. Donc, on n'a pas besoin d'aller plus loin. Ma mère ne m'a jamais dit qu'une femme allait me faire mal. Ma mère ne m'a jamais dit d'aller à l'école plus longtemps pour ça. C'est ce qu'elle aurait voulu. Mais quand j'ai pris mon permis de travail pour aller faire du taxi, ma mère en a braillé au moins 3 ans. Mais tandis que à ma sœur, c'est à l'école. À l'école, elle l'a gardée jusqu'à 30 ans à la maison. Moi, c'était pas la même. Donc, inconsciemment, si je garde cette éducation-là seulement, si je n'étais pas un homme, puis tu sais, il y a une autre partie aussi qui est les hommes, on a peur de parler. Pourquoi? Parce que cette année, par exemple, c'est un Jimmy, à partir du moment où on est visible sur les médias sociaux, qu'on vient de personnalités publiques, mais on n'a pas le droit à l'échec, on n'a pas le droit de rater quelque chose. Donc, inconsciemment, on se forme une carapace parce qu'on va pleurer tout seul dans notre chambre. Mais je ne peux pas montrer aux gens que, oui, je ne montrerai pas une photo sur Facebook où est-ce que je pleure parce que je suis fatigué. Non. Et pourtant, ça l'arrive. Je suis excessivement fatigué. Mais à qui je vais le dire? Je ne peux pas le dire. Pourquoi? Parce que j'ai une job à faire. Mais de l'autre côté, il y a les gens qui nous regardent aussi. Ils se prennent, les jugements aussi, ils sont très critiques parce que quand tu vas bien, ok, ben là, fait journée. Quand ça va mal, ouais, ça vous lit. Donc, inconsciemment, c'est tellement vrai. C'est ce qui nous pousse encore plus à nous renfermer sur soi-même. Et la personne qui profite de ça, par exemple, quand une personne est publique et puis que papa est impliqué, comme Jimmy, je le regarde aller, quand je regarde ses entrevues, mais j'apprends beaucoup de lui. Pourquoi? Parce que des fois, j'écoutais tout à l'heure, là, j'avais les larmes aux yeux. Pourquoi? Parce qu'il était capable de sortir des choses que je ne l'avais pas vues de cette manière-là. Mais ça n'empêche pas qu'une personne qui, si on veut retourner avec l'analogie de la voiture, une personne qui a toujours roulé en Mercedes, en BMW, elle ne se rendra jamais compte de c'est quoi une bobota. Tant et si longtemps que je prends une serviette et je dis, tu sais quoi? Enfin, elle va te dire une semaine. Tu as roulé la bobota pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Mais c'est quand l'hiver va commencer à arriver, le chauffage ne marche pas très bien, les vitres ne sont pas dégivrées. C'est là que tu vas te dire, oh my God, j'étais bien puis je ne savais pas. Donc, l'analogie que je fais sur les couples, c'est la même chose. Quand un papa est très impliqué, on roule en BMW. Je n'ai pas envie d'avoir peur. Je ne me pose pas la question est-ce que ma voiture va partir. Pourquoi? Parce que je pèse ma remote. Quand je rentre dans ma voiture écoute, moi, je vais te dire, des fois, peut-être c'est un défaut de femme, je parle pour les femmes. Des fois, on ne le voit pas. C'est quand c'est parti qu'on dit oh, il était là. Puis souvent, là, je parle comme les autres femmes qu'on parle ensemble, ils disent mais il était correct, mais il y a toujours il y a un mais. Vous allez mettre le mais justement pour vous assurer de garder un pied sur son cou. Ah ben non, c'est ça. Je ne peux pas parler pour mais la seule différence, c'est que vous le pesez, mais vous allez le retirer juste pour le laisser respirer parce que nous ne pas voulons mourir net et nous ne pas voulons mourir dans nos mains. Vous ne voulez juste pas qu'il meure dans vos mains, comme Chauvin a fait avec George Floyd. Vous ne voulez pas être la responsable de ce qui vient d'arriver. Moi, je ne ferais pas ça. OK? Moi, je ne ferais pas ça. Jimmy, écoute, le père impliqué, le père non impliqué, c'est quoi les impacts que ça fait sur un enfant dont le père n'est pas présent? Super. Je vais y aller dans un ordre peut-être différent. Les impacts sont immenses au niveau des carences, spécifiquement au niveau des carences qui vont se refléter
beaucoup plus tard, que ce soit même au niveau émotionnel. Donc, il va y avoir de grandes lacunes émotives. Une des choses qui, par exemple, sera le plus affectée, et par exemple, que j'ai constaté aussi, surtout en travaillant avec les jeunes, c'est l'estime de soi, le manque de confiance en soi. Donc, il sera largement affecté. Et quand je dis ça, c'est parce que l'apport du père et de la mère sont complètement différents. Ce que la mère apporte et ce que le père apporte sont complètement différents. Donc, le côté émotif, le côté maternel, de l'autre côté, peut-être même à la rigueur du côté du père, par exemple, le côté logique aussi. Donc, ce sont des apports qui viennent créer l'équilibre, qui vont créer un équilibre chez un enfant. Tu sais, quand on parle d'atteindre un certain équilibre, d'être équilibré mentalement, équilibré mentalement, ça prend les deux pôles, d'accord? Donc, ça prend le pôle de la mère, ça prend le pôle du père aussi. C'est comme, mon analogie à moi, c'est comme, par exemple, quand tu grandis, tu marches un peu comme tu es suspendu sur une corde. Puis tu as la main de ta maman d'un côté, puis la main de ton papa de l'autre côté. D'accord? Peut-être que les deux, peut-être possiblement que les deux ne se tiennent pas la main, mais tu as besoin d'avoir les deux mains. C'est ce qui t'apprend à construire ta confiance. C'est quand tu tiens puis tu y vas, par exemple, et tu lâches de temps en temps, tu le tiens. Donc, il apprend à avancer petit à petit en ayant confiance en lui. Ce qui fait que quand, à l'âge adulte, il va, par exemple, se tenir sur cette même corde et qu'il va avancer, il va avancer avec assurance. Il va avancer d'un pas ferme parce que s'ils disent, là, je me sens en confiance. Mais par exemple, s'il y a juste une main, ben, il va toujours avoir ce petit côté, ben, tu sais, je sais pas, etc. Je doute, je suis pas trop sûr, etc. Donc, très souvent, ce que, par exemple, maman n'apporte pas, papa le compense. Puis, il y a des choses, par exemple, qui sont aussi, on en avait discuté dans notre groupe papa, là, dernièrement, mais je sais pas si les gens le savent, mais on parlait de lutte. Tu sais, le rough wrestling. Savez-vous que, puis là je donne quelque chose, mais savez-vous que jouer à la lutte avec son enfant contribue aussi par exemple, à sa gestion d'émotions, spécifiquement en termes de colère, sa gestion de colère aussi. D'accord? Donc, tous ces jeux rough, les jeux, par exemple, qu'on dit rough, ben, c'est des jeux, en fin de compte, qui vont aller dans ce sens de développement, vont aller développer aussi ce côté de cette capacité de gestion de l'enfant. D'accord? Donc, je ne vais pas nécessairement rentrer dans tous les détails, mais ce sont des petites choses aussi banales que ça dont l'enfant a besoin. Donc, pour dire que oui, il est très important, il a besoin d'avoir ces deux parents parce que sinon, on se retrouve, par exemple, avec des adultes, on pourrait dire dysfonctionnels ou des adultes qui ont plusieurs carences et ces carences vont se refléter dans toutes les sphères, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau du travail, donc carrière, relationnelle, dans différentes sphères, il sera affecté. Ça devient comme un cercle. Et des fois, ils ne savent pas comment s'en sortir si ce n'est que d'aller eux-mêmes, par exemple, consulter, s'outiller par la suite, parce qu'ils en ont besoin. Est-ce que ça pourrait avoir un impact sur l'éducation de leurs propres enfants, ces parents-là, en fait, ces enfants-là qui deviennent des adultes, qui ont des enfants, est-ce qu'eux autres, ça pourrait avoir un impact ou une carence? Oui, parce que c'est clair. Ouais, si je peux me permettre là-dessus, moi, je reviens un peu à ce que Jimmy et Stanley disaient. La meilleure décision, je pense, si je fais un recueil que j'ai prise, c'est lorsque j'avais 21 ans et mon père m'a pris en auto et m'a dit « T'es bon, roule pour le travail. » Là, mon père m'a pris dans son taxi, il m'a emmené. Là, il commençait à être un peu maladroit, à me donner des doses. Il dit Hensley, à 21 ans, avoir un enfant, c'est pas facile, c'est difficile. Moi, ce que je te conseille, c'est peut-être continue tes études, puis travaille un peu à côté, puis envoie de l'argent à la maman. Elle va s'occuper de la maman. Et là, j'ai regardé mon père, je dis j'accepte, je ne peux pas faire ça, papa. Je n'accepterai jamais de laisser mon enfant. Je vais être maladroit, je vais être X, Y, Z, mais je vais être présent pour mon garçon. Et aujourd'hui, quand j'ai la relation avec mon plus vieux, je me sens vraiment privilégié parce qu'il est capable de soutenir moi, puis on a une connexion. Puis j'avais dit à mon plus jeune que quand tu vas avoir 20 ans, on va avoir 40 ans, je vais te montrer comment aller croiser les dames sur la plage. On a une certaine belle relation. Fait que je crois qu'aujourd'hui, si mon garçon est capable de me parler, de s'ouvrir à moi, cette carence-là, comme tu le dis, c'est parce que je suis présent. Et il a compris aujourd'hui, avec les années, que j'ai fait du mieux que je pouvais, du mieux des connaissances que j'avais. Puis oui, au début, peut-être j'aurais dû faire des choses différemment, mais avec mon bagage d'expérience, avec ce que je lui ai amené, aujourd'hui, il y a un certain respect mutuel. Je respecte ce que lui a vécu parce que c'était pas facile pour lui d'avoir un père jeune qui essaie de lui donner des doses, puis essaie de lui montrer certaines disciplines de façon maladroite. Puis de l'autre côté, moi, je respecte que lui a dû vivre
un papa qui était aux études, un papa qui avait ses amis qui allaient dans les clubs, puis que quand il allait dans les clubs, il disait à cette chambre, je dois échanger les couches. C'était pas facile, ça. C'était pas facile du tout. Donc, Mais la maternelle est très, très, très importante pour moi aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, quand je regarde mon plus vieux, puis je lui demande, comment tu vas fonder ta famille? C'est quoi tes objectifs? C'est quoi ta vision? Il ne me dit pas, j'ai réalisé que ce n'était pas facile d'avoir un enfant jeune. Je vais prendre le temps de choisir la bonne demoiselle. Peut-être que ce ne sera pas nécessairement la meilleure des demoiselles, mais ça va être la bonne demoiselle qui va bien élever mes enfants. Et moi, je vais être présent pour elle et être présent pour mes enfants. Mais quand il me dit ça, je me dis, you know what? It was all worth it. Le sacrifice que j'ai eu, ça a valu la peine. Dans les faits, un parent qui n'a jamais donné ne pourra pas accepter non plus de te voir bien aussi. Alors, non, c'est quelque chose ce que tu dis. C'est quelque chose. Mais en fait, il y a même quelqu'un qui a renchéri, Valérie Bernard, il dit écoute, tu ne peux pas transmettre ce que tu n'as jamais reçu. Et voilà. C'est impossible. Pourquoi? Parce que si, par exemple, je prends mon fils Éloïc, mais si il ne m'a jamais vu vraiment aimer ou je ne l'ai jamais vraiment aimé, mais il ne pourra pas aimer, il va continuer dans la même... Et sans m'en rendre compte, même si par chance il devait trouver l'amour, je pourrais peut-être être même celui qui va mettre des bâtons dans les roues de sa relation parce que sans m'en rendre compte, soit par jalousie ou soit par crainte pour lui, je mets des bâtons dans ses roues pour l'empêcher de vivre ça, de peur qu'il vive ce que moi, je pense avoir vécu, qui était correct. Donc, c'est un cercle vicieux, là, c'est un effet domino qui, si tu joues à ça, ça finit là, ça continue, puis ça n'arrête jamais. Jimmy? Donc, moi, je pense que il est temps de changer les choses. Oui. Il est temps de changer les choses. Je pense qu'en 2020, on est capable. On est brillants, nous sommes des nouvelles générations. On doit faire changer les choses. Oui, on doit faire changer les choses, etc. Donc, je pense que même si, effectivement, oui, si on n'a pas eu de modèle, exemplaire, si, par exemple, on n'a pas eu, on ne nous a pas donné les notions, les outils aussi, je pense qu'il faut soi-même se donner les moyens. Il faut aller les chercher. Mais comment? Parce qu'il ne faut pas oublier, vous êtes tous des hommes haïtiens. On a tous, et puis je m'inclus, tous élevés avec des parents qui ont une dureté, une droiture. Le père, c'est lui qui est le pourvoyeur, celui qui nous chicanait avec le ceinturon. Comment que nous, la nouvelle génération, on doit être des pères impliqués puis des papas aimants? Jimmy, si je peux me permettre, je pense que un des points que nous devons apprendre tranquillement, c'est d'être vulnérable, de se montrer vulnérable. Et quand on dit vulnérable, c'est même pas vulnérable par rapport, par exemple, à ses enfants, mais vulnérable aussi par rapport à ses amis. Avec ses amis, c'est-à-dire que, par exemple, de ne pas avoir peur de dire, Hensley, je t'appelle là, mon cher, hey, est-ce que tu peux m'aider? Nice. Est-ce que tu peux m'aider là? Là, par exemple, là, je me mets complètement à nu, là, c'est plus le gars qui est capable. Non. Écoute, ça va pas là, ça va pas. Je suis dérouté, je suis déstabilisé, ça va pas. Et puis Hensley me dit, viens. Peut-être qu'il va me dire, viens prendre un verre avec moi. Viens prendre un verre avec moi. Je te donne un Barbancourt 5 étoiles. Là, je te dis, I'm on the way, I'm coming. Tu comprends? Donc, c'est de pouvoir se montrer vulnérable, puis de pas avoir peur de demander de l'aide, de pas avoir peur de demander qu'est-ce que je peux faire, comment je peux le faire, qu'est-ce que je dois faire. Donc, ça, je pense, c'est une étape. C'est une étape à franchir. C'est de se montrer vulnérable. C'est de faire preuve d'humilité. Et non de constamment avoir cette grosse image ou cette image ou ce front, d'avoir ce masque. Et on parle beaucoup, on parle du masque, on parle du port du masque, mais vous savez, je trouve que, par exemple, comme communauté, des fois, on porte un masque.
C'est vrai ce que tu Porte dis. souvent un masque. L'homme noir porte un masque, la femme porte un masque, nous portons des masques. Vous allez quelque part et la personne que vous voyez très souvent n'est pas la vraie personne. C'est pas elle. Il y a quelque chose derrière. On porte un masque. Donc, il est temps que certaines fois, on puisse laisser tomber ce masque, laisser tomber ce masque. Et quand je parle des fois, il y en a qui disent, ouais, moi je suis vrai, moi je suis vrai. Mais vrai aussi, ça veut dire vrai, humainement vrai, ça veut dire d'être en mesure d'ouvrir son cœur, de ne pas avoir à dire ça ne va vraiment pas, je suis dérouté, je viens de faire une gaffe, j'ai fait quelque chose. Est-ce que tu as quelque chose à me conseiller? Qu'est-ce que je peux faire? Mais à qui? Ça, c'est la question. À qui? À des gens. On est dans un party d'Halloween. Tout le monde est masqué, là. On est dans un bal masqué, là. C'est là le plus gros des problèmes, là. Il y a des gens qui nous regardent, là, par exemple, ce soir, là, qui nous regardent tous les quatre, là, puis dans leur tête, là, nos affaires sont bonnes, là. On est juste des gens qui parlent dans un autre monde, là. Moi, j'ai fait l'émission Montréal Facebook parce que j'avais des gens qui me parlaient et qui étaient sur mon live, en dessous de mon live, qui criaient les plus grosses bêtises. Après une semaine, 2 semaines, ils me rappelaient ce côté. Tu sais, j'ai écouté ce que tu as dit là, puis c'est quoi? Ouais, je pense que. Mais parler, c'est un. Parler à qui, c'est une autre chose. Mm-hmm. Tu sais, donc, moi, je pense que. On peut plus se permettre on vit déjà, la plupart des gens, je pense que la plupart des gens vivent du stress, vivent des situations difficiles Mm-hmm. et même quand tout paraît si rose, là, C'est vrai, les choses paraissent roses. Pourquoi? Parce que nous sommes les instigateurs, nous sommes ceux qui démontrons ce qu'on veut montrer. Mm-hmm. Parce que Noli Imprévert sur Facebook n'est pas la Noli que moi j'ai connue quand Facebook n'existait pas. Là, je ne connais pas beaucoup Ainsley, je connais Jimmy, je l'ai connu à travers les médias sociaux, mais si je vais chez toi et je passe une journée, je vais voir que la personne derrière cette caméra n'est pas la même personne et c'est la même chose. Tout le monde dit, ouais, on sait Stanley, ouais, on a entendu, on sait, mais tout le monde connaît ce buzz, mais personne ne connaît Stanley. Mais Stanley va parler à qui? Quand quelqu'un dit, je connais Stanley, non, tu connais Buzz. Tu connais pas Stanley. Mais les papas vont parler avec qui? Parce que Jimmy, tu as apporté un bon point. Si on a besoin d'extérioriser une situation, peu importe que ce soit familial ou avec les enfants, mais on n'est pas habitué à aller frapper à la porte. Oui, mais de notre côté, Noli, si on veut le prendre, lorsqu'on est des personnages publics, si, par exemple, je vais prendre mon exemple avec la mère de mes enfants, c'est une personne qui est vraiment low-key, si elle se présente, on se présente l'un à côté de l'autre, elle va vous vendre, elle va vous vendre du Maggi pour du caramel parce que inconsciemment, on ne la connaît pas. Elle va se présenter toute gentille, toute douce et elle va dire Stanley, ah, mais non, mon cher, ah, je joue en club. Même si la personne ne m'a jamais vu, mais à cause que je suis sur les médias sociaux, il y a déjà une idéologie qui est faite. Et ce que les gens n'ont pas compris, puis je le dis aujourd'hui ouvertement, j'entretiens ma page Facebook pour une seule raison, pour m'assurer d'avoir un plan B, parce que moi, j'ai quitté l'école depuis en 95. Mes diplômes ne valent plus rien, là, que ce soit en mécanique automobile, demain matin, là, si la pandémie devait durer encore plus longtemps, là, tout ce qui me reste présentement, c'est faire des gâteaux. J'ai rien d'autre, là. Donc, si Stanley n'était pas une personne publique qui était connue pour son savoir-faire, pour son côté grinder, ben, je pourrais dire qu'aujourd'hui, là, je serais dans la merde, pas à peu près, là. Donc, il y a des choix de vie que les gens font qu'on ne sait pas. Stanley va faire quelque chose et va le présenter sous le format Buzz, mais pour moi, les gens pensent que connaître Buzz, c'est connaître Stanley, et pourtant, c'est totalement faux. Et le temps passe vite. On aurait pu continuer. Écoute, Anthony, tu voulais dire quelque chose? Je te laisse aller. Non, vraiment, c'est trop intéressant ce que Stanley vient de dire maintenant. L'impact de nos diplômes des années 90, 80 ne valent plus rien aujourd'hui. C'est un status qu'on a eu lorsqu'on était jeune, mais aujourd'hui, avec la pandémie, là, du jour au lendemain, là, ça ne se retourne pas. Oui, on est des personnes publiques, on est des personnages publics, on a un impact, on est des influenceurs d'une certaine façon. Mais c'est tellement important de toujours, je ne veux pas dire le mot sideline, mais
d'avoir toujours un plan B ou un plan C. Je pense que c'est très important. Souvent, les gens vont dire, ouais, moi, je veux mon plan A, je ne veux pas avoir de plan B, plan A, mais ton plan A peut avoir le plan B à l'intérieur de la suite. C'est très important de toujours regarder des avenues ou des ruelles disponibles pour ne pas tomber dans un trou. C'est très, très, très important. Mais écoute, il y a une chose que quelqu'un qui a écrit, il dit, ce serait bien que les mamans haïtiennes valorisent le rôle des pères haïtiens. Je pense que cette personne-là a tout dit et je pense que c'est la seule chose. Et moi, je dis, j'avais une conversation avec des amis, que ce soit un père, que ce soit un ami, que ce soit un chum, que ce soit un bois-cuisse, appréciez. C'est triste à dire, mais les hommes, pour qu'on fonctionne, on a besoin d'être appréciés. Et ceci dans quoi que ce soit. Si je décide de t'apporter une fleur, Noli, aujourd'hui, je t'apporte une fleur. Et que dans la réception de cette fleur, je vois un sourire, je vois un contentement. Je vais l'apprécier. Je vais avoir une appréciation. Crois-moi, tout ce que je vais avoir envie de faire la prochaine fois, c'est d'apporter un bouquet de fleurs, une douzaine de roses, et ainsi de suite. Mais si on n'est pas apprécié dans ce qu'on fait, ou que nous sommes pris pour acquis basé sur le simple fait que c'est ta job de faire, trois petits points, c'est toi qui devrais, c'est l'homme qui devrait, ceci, inconsciemment, il est beaucoup plus facile aujourd'hui, en 2020, de juste abandonner, de déposer la serviette tout doucement, aller dans son coin, puis d'aller prendre un petit pisse quelque part pour qu'on peut. Jimmy, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses du commentaire d'un des auditeurs? Moi, je suis complètement à 200% pour la valorisation de la paternité des hommes haïtiens, absolument, parce que je pense qu'en faisant ces petits renforcements, on parle des fois de renforcement, je ne sais pas si je vais utiliser un terme qu'on utilise avec les enfants, là, mais je vais l'utiliser renforcement positif. On parle de renforcement positif, bien, la reconnaissance est une forme de renforcement. Puis en faisant cette reconnaissance, bien, à ce moment-ci, on nourrit, non seulement on nourrit, mais on motive aussi, on motive l'engagement paternel aussi de ce papa. Donc, quel que soit, je veux dire, tu sais, je veux dire, un enfant, par exemple, fait une petite action. Ah, wow, bravo, bravo. Pourquoi? Parce qu'on veut l'encourager à faire mieux, à faire mieux. Mais je pense que, bon, c'est pas nécessairement pas pour dire que nous sommes des enfants ou que les papas sont des enfants, mais je veux dire, simplement que reconnaître les petites actions. Les toutes petites actions peuvent aider, par exemple, à renforcer aussi cette engagement. Qu'est-ce que j'aurais à dire? Mais écoute, moi, j'ai une question, ça serait plutôt une question femme, que je vous pose à vous trois, messieurs. Qu'est-ce qui fait que les femmes ne valorisent pas les hommes, le rôle des papas? Miss Independent. Miss Independent, Antilles? Même affaire. I could do it myself, I could do it on my own. Le papa, c'est le géniteur, c'est pas le papa, c'est le père. Donc souvent, c'est ça dans la communauté haïtienne que je ressens et que je revois. Lorsqu'il y a une collaboration, on le voit moins, mais souvent, malheureusement, les mamans voient le papa comme le géniteur, parce que ça ne marche pas. Jimmy, tu dis la même chose aussi? Tu collabores avec... Mais moi, je dirais que tout simplement, c'est un manque de connaissances. C'est un manque de connaissances tout simplement par rapport à l'apport, que l'importance de l'apport du papa. Si on savait, par exemple, si on disait à maman, écoutez, maman, vous savez quoi? Je vais vous faire la petite liste là, de toutes les carences que votre enfant souffrira à l'âge de 21 ans. Voici, tac, 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 tac. Là, c'est, OK, si vous ne faites pas ça, tac, tac, tac. Mais des fois, si ça ne se fait pas. Mais si elle savait ça, les carences et qu'est-ce qui pourrait advenir plus tard, je pense que les choses changeraient. Écoute, j'ai une question vite vite parce que le temps passe. La cohabitation, la coparentalité. Oui. Jimmy, c'est quoi la coparentalité? Parce qu'il y a plusieurs types de coparentalité. Absolument. Ben, la coparentalité, c'est le coparent. Puis quand on dit coparent, ça ne veut pas nécessairement dire les parents, les deux qui sont ensemble. Parce que la coparentalité, ça peut être aussi, par exemple, bon, maman, papa qui sont séparés. Ça peut être aussi, par exemple, moi, par exemple, qui joue le rôle de beau-père. Je suis coparent aussi, d'accord? Donc, coparentalité, c'est vraiment d'avoir, par exemple, c'est teamwork. Pour moi, la coparentalité, c'est tout simplement, si j'allais le traduire, c'est teamwork. How can we work as a team? Point à la ligne, d'accord? Donc, peut-être que l'équipe, je veux dire, à la fin de la journée, l'équipe s'en va dans différentes directions, but we coming back and we're playing the game. We want to win. We want to win.
Et qu'est-ce qu'on veut gagner aussi? On veut gagner, par exemple, le bien-être de notre enfant. On veut gagner, par exemple, sa réussite. On veut gagner son équilibre. Donc, tout ça, we want to win. Donc, how can we work as a team? C'est ça la coparentalité. Bon, je pense qu'on devrait penser à team effort, team work. Et je ne sais pas si vous connaissez, team, quand ils disent team, ils disent together, each of us can achieve so much more. So much more if we are together. OK. Et together, ça ne veut pas dire qu'on est amoureux. Ça ne veut pas dire qu'on est ensemble. We're just a team. Working towards one same goal. Vers un objectif, c'est l'enfant. On a tous les deux le même objectif. Une équipe, on veut faire des buts, on veut gagner la coupe. Ben, c'est la même chose. On est une équipe. Pour moi, la coparentalité, c'est la reconnaissance que les deux parents sont nécessaires pour permettre à l'enfant de grandir. Donc, on peut faire un team, on peut se mettre ensemble là, pour faire une équipe de hockey si on veut. Mais si chacun dans sa tête travaille tout seul, ça ne marchera pas. La reconnaissance de savoir, il est là, il a besoin de lui, il est là un jour, je ne peux pas lui forcer à faire 2 jours parce que s'il va faire 2 jours puis l'enfant est malheureux, ça ne sert à rien. S'il peut me donner la journée, je vais prendre cette journée-là, ce sera ma journée à moi, je vais lui laisser. Puis je n'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qu'il va faire. Si j'étais capable de me retrouver dans un lit avec cette personne-là pour enfanter, c'est que je peux lui laisser un enfant pour une journée. Alors, laisse-lui la journée. Tellement bien dit. C'est tellement bien dit. Ouais. C'est la seule. Moi, ce que je peux ajouter, Noli, avec ce que Stanley et Jimmy a dit, c'est lorsque tu rentres dans la maison du succès de l'enfant, laisse ton ego à l'extérieur. Parce que quand tu rentres à l'intérieur, le but ultime, c'est le succès de l'enfant. Point final. Hey, messieurs, écoutez, vous me touchez, mais le temps passe. Et 8h20, avant de close l'émission, je ne peux pas le faire perdurer beaucoup que j'aurais voulu. J'aurais mot de la fin. Anne-Céline, je te laisse le mot de la fin. Je te laisse aller avec tes messieurs pour le mot de la fin. C'est quoi? Je vais laisser Jimmy et Stanley mentionner. Je vais laisser mon émotion monter puis je vais vous donner mon point final par la suite. Mais moi, pour mon mot de la fin, moi, j'aurais dit, désolé, je pense que j'ai pris le micro rapidement, mais pour mon mot de la fin, j'aurais dit, je parle précisément au papa, de penser qualité au lieu de quantité. Qualité au lieu de quantité. Ça veut dire qualité de temps, parce qu'on peut très bien dire, par exemple, ouais, je vais avoir mes enfants, je vais être avec eux, je vais passer 8 heures, j'ai passé 5 heures, j'étais avec mes enfants, etc. Et pourtant, il n'y avait pas de qualité, il n'y avait pas de dialogue. Penser qualité. Mais on peut passer 2 heures qui, pour l'enfant, peut représenter toute une journée d'émerveillement. Donc, penser qualité au lieu de quantité. Merci. Moi, je pense que, en conclusion, je pense que les femmes doivent être en mesure d'avoir une plus grande ouverture sur les hommes et de faire en sorte que les pères qui sont impliqués soient des modèles, qui soient respectés et appréciés surtout. Parce que on ne parle pas. Surtout les papas impliqués, là, c'est comme un chef d'entreprise. Il ne va pas voir son employé qui travaille en bas de l'échelle pour lui dire, tu sais quoi, ça va pas bien aujourd'hui. Ah, tu sais quoi, j'ai pas été capable de payer ma facture qui est due depuis 30 jours. On parle pas. Mais dans nos façons de faire, dans le non-verbal, surtout quand je répète encore, si on était capable de se retrouver nus tous les deux pour créer cet enfant-là, ou ces enfants-là, c'est que quelque part, on nous connaît un petit peu. Donc, il faut être en mesure d'avoir une plus grande ouverture sur le travail de ces papas-là et faire en sorte que tout comme un article qui sort comme le nouveau Nike Jordan série 8 qui est sorti et que ça devient à la mode, ben, faites en sorte que les papas qui sont impliqués soient à la mode aussi et que ça devienne une traînée de poudre et que ça soit à la mode dans toute la communauté et faire ainsi en sorte que tout le monde veuille le porter aussi, le statut de père et de papa. Ah, tellement bien dit. Ah, tellement bien dit. Anne-Céline? Écoute, je ne peux pas vraiment ajouter, écoute, Jimmy et Stanley, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est des pères exemplaires, puis ils l'ont démontré par leur mot de la fin. Moi, ce que je peux juste rajouter, c'est soyons à l'écoute de nos enfants. Soyons à l'écoute de leurs besoins.
lorsqu'on était jeunes, puis on jouait à des petits jeux vidéo Nintendo, ColecoVision et Télévision, qu'est-ce qu'on souhaitait? C'est que notre père descend en bas puis vienne jouer avec nous. Soyons vulnérables, ouvrons la porte, jouons avec eux, acceptons d'être moins performants que nos jeunes. C'est ce que je peux dire aujourd'hui, parce que lorsqu'ils voient qu'ils sont, ils nous voient comme des super-héros, comme des Superman, mais lorsqu'ils nous voient d'une certaine façon vulnérables, ils se disent, hey, je peux apporter aussi à mon père, je peux lui apporter du bien. Donc, la dualité de savoir que les deux personnes peuvent s'apporter du plus que les deux mondes, papa et enfant, il n'y a rien de meilleur. Moi, quand je me réveille le matin, puis je vais voir mon garçon, puis je dis que je l'aime, là, puis titre, mon Dieu, c'est meilleur qu'un Barbancourt. 5 étoiles. Le feeling est extraordinaire. Mais Noli, je pense que c'est important aussi que tu fasses une émission avec des mères qui sont seules, sans leurs enfants, qui soient capables d'élaborer sur ce qu'elles vivent au jour le jour et qu'on soit capable de poser les vraies questions sans crainte d'être jugé, mais de dire vraiment qu'est-ce qui se passe quand on est tout seul. Peut-être ça permettrait à d'autres femmes qui le vivent tout seul, mais qui ne parlent pas non plus, qui vivent à travers cette émission-là, parce que je pense que je te suis depuis quelques mois là. Puis j'aime beaucoup ce que tu fais. J'ai aimé ton émission la semaine passée. Puis c'est pas tout le monde qui est des Martin puis des Lindsay comme la semaine passée là. C'est pas tout le monde. C'est vrai. C'était super beau. Mais il y a des gens qui n'ont pas la chance de parler, comme Jimmy dit, mais d'avoir une vie. Là, on est ensemble, on est des pères impliqués, ça se passe bien. Mais de parler avec des gens qui auraient aimé d'avoir des pères impliqués, de vivre comme ça pourrait permettre aux mères qui ont eux autres des pères impliqués de dire c'est quoi? Avant qu'il dépose la serviette, je vais faire attention. Tellement bien dit. Merci, merci. Écoutez, je vais vous dire merci pour votre sensibilité, votre générosité, votre honnêteté, votre transparence. Parce que vous êtes des hommes, figures publiques, vous êtes des gens qu'on voit sur Facebook, mais on voit l'image, mais le cœur, le père, les hommes. Aujourd'hui, vous avez fait transparaître ça et j'espère que les personnes qui vont nous écouter vont comprendre, vont écouter le message que vous avez transmis. Merci Ainsley, merci Stanley, Jimmy, vraiment. Vous avez fait un beau témoignage pour la fête des pères. Vous m'avez même ému par moment. Alors, écoutez, je n'ai rien à dire. Merci pour tout. Puis aussi, ben, le temps file, comme j'arrête pas de répéter. Je vais remercier les commanditaires parce que nous avons du monde qui supporte l'émission et ça, c'est important de les mentionner. Et aussi, mentionner toutes les gens. Écoutez, vous êtes plus de 4000 personnes qui nous écoutent à chaque semaine. C'est à chaque fois que je regarde les vues, les personnes qui nous écoutent, les statistiques, je dis, mon Dieu, après une semaine, c'est sûr que là, au début, c'est... Puis le monde écoute, ils m'écrivent, ils me disent comme ça, écoute, j'écoute à l'heure du dîner, à l'heure de pause, je transfère à mon ami, c'est vraiment bon. Je vous remercie, puis je veux faire grandir les talents cachés, avoir des témoignages comme que j'ai eu aujourd'hui, puis encore en voir plus. Alors, évidemment, merci à tous les auditeurs. Et je vais prendre le temps de remercier Burger de Ville, qui est une franchisée de la communauté haïtienne qui sont situés sur la rue Jarry, qui appartient à Nersa et à Dominique Rico. Ce sont deux entrepreneurs qui ont le restaurant. Ils sont franchisés, puis je vous invite fortement à aller manger chez eux. Et également, la gestion PCO gérée par Nersa, qui, elle aide les personnes qui sont issues de l'immigration, l'insertion à l'emploi, tout le côté immigration. Donc, elle est là pour les aider. Nous avons un nouveau commanditaire qui s'appelle Le Vrai Délice Traiteur. Écoutez, la semaine prochaine, ça se peut qu'on goûte, toi et moi, et Ainsley, leur nourriture. Oh oui. On n'a pas les gâteaux de Stanley, mais on a la bouffe de Vrai Délice. Non, on n'a pas les gâteaux de Stanley, mais on a les Vrais Délices. Les Vrais Délices, c'est une compagnie qui ça fait déjà longtemps avec Chef Will. Ils sont déjà chez nous, ils sont établis sur la Rive-Sud. Ils travaillent pour le corporatif, mais ils sont deux jeunes entrepreneurs haïtiens qui vraiment, au niveau corporatif, sont très connus sur la Rive-Sud, mais aussi, ils veulent donner des services aux gens, les mariages, les baptêmes, les communions, toutes les activités, les barbecues. Alors, on va tout écrire les informations. Le Vrai Délice Traiteur sont situés sur la Rive-Sud, mais maintenant, ils sont partout à Montréal. Donc, ils ont vraiment une équipe dévouée. Fait que la semaine prochaine, on va goûter leur nourriture, puis on va pouvoir donner nos commentaires à ce sujet-ci. Évidemment, sans compter James, GoPromo, ceux qui sont derrière nous pour la publication, qui prend le temps de s'assurer que les images soient parfaites. Manta Fitness, gérée par Judith, qui elle aussi, elle s'occupe de toute la communication
voyons, des talents cachés. Donc, je remercie tout ce monde-là et sans compter notre cher Alex. Alors, je te laisse, Ansley, dire le Oui, dernier. Alex qui travaille vraiment en background. Si vous regardez bien tout ce qu'on parle du overlay, on parle de la façon que l'image de l'émission est projetée avec nos commanditaires. C'est grâce à la compagnie Handshake. Alex, qui est un jeune persévérant au niveau des études, un jeune talentueux qu'on a découvert sur le web. Écoute, il nous fait découvrir des choses extraordinaires. Fait que Handshake, si vous avez besoin de la projection sur le web, là, Handshake, c'est la place à contacter. Évidemment, nous allons toujours promouvoir les gens de la communauté, toujours les talents de la communauté. Stanley, Jimmy, j'aimerais ça que vous parlez de vos compagnies avant qu'on quitte. Stanley et après Jimmy. Alors, moi, je suis propriétaire de la compagnie BLS, des services de limousine. Alors, c'est sûr et certain qu'avec la pandémie, tout a pris le bord, mais c'est sûr et certain que nous allons revenir à la normale. Donc, je suis là et je me permets d'offrir un certificat cadeau à l'émission Talent Caché de 150 pour une heure de service à la personne que vous jugerez, une personne en difficulté ou une personne que vous voulez. Je vous laisse le choix de le faire quand vous voulez. Et la semaine prochaine, vous allez manger, je m'occuperai du dessert et de vous apporter un gâteau renversé à l'ananas qui sera fait de mes mains et que vous pourrez manger et partager. Donc, c'est ce que je fais pour passer le temps, pour m'assurer de ne pas aller dans le fond de mes économies. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai fait ça pour le fun, puis aujourd'hui, je refuse des commandes. Donc, c'est bon, ça. Mais j'ai l'aide de mes 2 enfants qui m'aident beaucoup, donc c'est ce qui me permet d'aller de l'avant. Alors, c'est ça. Nice, merci mon beaucoup. entreprise, parce qu'on va toutes mettre vos entreprises à la fin de l'émission, on va mettre vos entreprises, on va faire la publication pour assurer que les gens vous taguent aussi. C'est très important parce que l'émission est écoutée, mais en plus de ça, on veut s'assurer que les gens vous suivent, vous taguent et vous aiment. Jimmy? Yes, nice. Le coach est là. Bon, en termes de moi, j'inviterais, je veux dire, tous les papas. Moi, je lance un appel à tous les papas à pouvoir venir dans notre groupe, Papa impliqué, enfant équilibré. Ça, c'est la première des choses. Donc, tu as le hashtag aussi. Donc, on a un groupe Facebook privé. Je tiens bien à le dire privé parce que je veux qu'on désire que tout se passe en toute confidentialité. Je travaille en collaboration donc avec le BCHM, l'organisme BCHM. Puis d'un autre côté aussi, étant donné que j'avais mentionné que j'étais du côté fitness aussi, donc tout ce qui est question d'entraînement, donc entraînement spécialisé, personnalisé aussi. Puis si vous avez des jeunes, je peux m'en charger. Nice. Alors, on va mettre toutes ces informations-là pour vous sur la page Talent Caché. On va faire une petite communication. Cette semaine, ça va être envoyé pour que les gens puissent vous tag. Et puis, écoutez, j'ai reçu plein de messages d'amour, des messages qui vous disent, écoutez, vraiment, messieurs, vous étiez très inspirants. Il y a beaucoup de messages de personnes qui ont dit, ils ont fait des commentaires sur ce que vous avez dit également. Donc, vraiment, il y en a même qui ont demandé part 2, s'il te plaît, le plus rapidement possible. Nice. Alors, j'ai eu plusieurs fois partout. Alors, messieurs, merci pour la soirée. On doit prendre fin. On a vraiment Stanley, Jimmy, Ansley, encore une fois, une très belle soirée et merci pour nous. Mélanie, merci à toi pour cette plateforme. Toujours à chaque semaine, tu nous permets de nous ouvrir, de nous permettre de partager des éléments personnels, rationnels et émotionnels. Bravo, Nelly, pour ton travail. Merci. Bonne soirée, messieurs. Merci beaucoup. Au revoir.